qu'on se le dise, reçoit du caviar pour commencer. Quelle extraordinaire idée. Charlotte, Charlotte, présente-toi, vas-y. Charlotte, qui es-tu? Bonjour à tous déjà, à tous ceux qui nous écoutent. Voilà, je Vas-y, tous ceux qui nous équipent aussi, d'ailleurs, oui, voilà. merci. Charlotte Godefroy, donc je représente la marque Anthony's Caviar en Belgique, Luxembourg et nord de la France depuis maintenant 2 ans. Eric l'a découvert l'année passée et on est un fervent amateur, je pense. Tout à fait, oui. Non, ce qu'il faut que tu racontes, en dehors de Anthony's Caviar, c'est que tu es toute jeune. Oui, j'ai 28 ans. Voilà, j'ai 28 ans, oui, voilà. mais passionnée depuis toujours par les bonnes choses, la bonne nourriture, Et une que vraie tu t'es lancée toute seule. Je me suis lancée toute seule, oui, dans cette grande aventure et surtout dans un milieu qui est assez particulier. Des produits de luxe, c'est un produit encore peu connu et surtout sur lequel il y a beaucoup de préjugés, malheureusement. Oui, de mauvaises connaissances, et c'est pour ça que tu es là, tu vas rectifier. Exactement. Raconter aux gens qui nous écoutent justement ce Partager qu'est les informations. le caviar. Cassandre, tu as déjà mangé du caviar? Jamais. Eh bien, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Donc, parce qu'elle a amené que 2 boîtes, elle a amené que 2 petites boîtes, il y a juste assez pour moi. Et c'est comme ça. Non, tu imagineras, c'est super bon. C'est du poisson. Oui. Hein, c'est du poisson, ça vient d'un poisson particulier, mais tu veux nous raconter ça, Charlotte? Oui, je vais expliquer un peu, je pense, déjà en quoi consiste exactement le caviar. Il faut savoir que c'est uniquement des œufs d'esturgeon et rien d'autre. Et rien d'autre. C'est important de le préciser. C'est hyper important de le préciser parce que malheureusement, contrairement au champagne ou à d'autres appellations d'origine protégée, tout peut s'appeler caviar. Beaucoup de choses en tout cas. Ouais. Ouais. Il y a un truc, c'est qu'il faut peut-être faire un tout petit peu d'histoire. Parce que le caviar est un produit qui existe depuis la nuit des temps. Ouais, les Romains en mangeaient déjà, et ils élevaient déjà des esturgeons. Et donc, depuis toujours, il y a un travail du caviar, mais ça s'est quand même grandement amélioré au XXe siècle. Ouais, et puis surtout, ça s'est très régularisé aussi parce que malheureusement, dans les années 60, 70, 80, en fait, le caviar l'esturgeon a été surpêché. Et surtout, en fait, on dilapidait vraiment tous les esturgeons sauvages qu'on trouvait parce qu'à l'époque, on trouvait encore du caviar sauvage. Alors déjà, une petite information, maintenant, si on vous vend du caviar sauvage, ne vous faites pas avoir, c'est interdit. Donc ça, c'est la première chose. Et c'est en fait la convention CITES en 1998 qui a mis l'esturgeon sur la liste des espèces en voie de disparition. Et du coup, maintenant, tout le caviar provient des caviars d'élevage. En fait, c'est la chute du rideau de fer qui a provoqué la destruction des esturgeons. On va dire ça. Parce que la libéralisation du marché russe a fait que les Russes ont massacré tout ce qui était en mer Noire. Mm-hmm. Les Iraniens, c'était déjà le bordel avant. C'était déjà le bazar. Parce que quand Khomeini est arrivé au pouvoir, l'esturgeon s'est raréfié. À l'époque du Shah, disons qu'il y avait autre chose. Et donc, c'est effectivement les années 80 qui ont vu le début de la disparition du caviar. Je me souviens, dans les années 90, on avait des gars qui venaient, des Russes qui sonnaient « Bonjour, c'est Vladimir ». Et je jure, c'était comme ça. Les gars venaient avec le caviar emballé dans du papier journal, dans les grosses boîtes bleues avec la chambre à air autour. Et bonjour, c'est caviar russe. Et c'était vraiment du caviar russe en plus. Ouais. Mais le problème, c'est qu'on était loin dans les dates de péremption. On était loin dans les origines. On ne savait pas trop ce que c'était mélangé. Mais on payait du caviar. On avait du caviar à 300 € du kilo, quoi. Qui est quand même fort bon marché. Mais l'histoire, en fait, reflète très bien aussi les variations de prix du caviar. C'est-à-dire qu'avant, on était sur un produit qui était très bon marché parce qu'on le trouvait littéralement partout. Il y avait beaucoup de reventes. On pouvait encore l'acheter en Russie. Et puis, au fur et à mesure que l'esturgeon s'est raréfié parce qu'il a été surpêché, le prix a commencé à augmenter. Et on est arrivé à un pic vraiment de prix très, très, très cher dans les années 90 parce que justement, là, il y avait quasiment plus d'esturgeons sauvages et que l'élevage, en fait, n'avait pas encore pris forme. Parce que en 98, seulement à ce moment-là, l'esturgeon était sur les espèces menacées. Et c'est seulement là où des gens ont vu ont eu le nez d'un point de vue économique et se sont dit on va faire de l'élevage. D'autant que l'élevage de l'esturgeon, il a fallu quand même un peu fine-tuner parce qu'en fait, Clairement. C'est un truc, je sais pas, tu vois ce que c'est un esturgeon, Classe ? Oui. C'est un truc qui vient, on dit que ça vient directement des dinosaures. Hein. C'est C'est un poisson préhistorique. Et il lui faut des profondeurs gigantesques. C'est vraiment, même pour les élevages, il faut vraiment aller très profond. J'ai entendu parler de 30 mètres dans certains cas. Alors, en fait, ça dépend parce que l'esturgeon, c'est un poisson un peu particulier. Déjà, il en existe 25 espèces.
toutes ne produisent pas du caviar comestible ou des œufs en tout cas qui sont intéressants. Et qui plus est, en fait, c'est un poisson qui va passer dans son milieu naturel, en fait, les 20 premières années de sa vie, dans des eaux douces. Et en fait, au fur et à mesure qu'il va grandir, mûrir, va se rapprocher de plus en plus des eaux salées, donc des mers. Et en fait, c'est ça qui va faire qu'il va de plus en plus descendre en profondeur. Mais dans sa première partie de vie, il reste vraiment dans des eaux douces et surtout, il recherche le courant. Le courant est très important pour les esturgeons comme pour les saumons. C'est quelque chose qui, d'ailleurs, nous, quand on va dans nos fermes en Pologne, eh bien, on voit qu'ils s'entassent toujours tous à contre-courant et c'est très important d'avoir des courants dans les bassins. Actuellement parce que c'est ce qui se rapproche le plus de leur milieu naturel. Et si on laisse des eaux stagnantes, statiques plutôt que stagnantes, mais les esturgeons s'y plaisent moins et se développent moins et ils ont surtout plus tendance à s'engraisser, à avoir plus de graisse en eux parce que du coup, ils ne bougent pas assez. Et concernant les œufs, est-ce qu'ils produisent des œufs une fois dans leur vie ou est-ce que c'est par période ? Alors, d'un point de vue, en fait, l'esturgeon, sacrée question, mais en fait, l'esturgeon, c'est un poisson qui est vraiment tout particulier. Mais en fait, donc déjà, il faut savoir que les esturgeons mâles et femelles sont séparés à partir d'un certain âge, autour de 6 ans, plus ou moins, ils sont séparés. Donc, les femelles vont pour tout ce qui est production d'œufs. Et les mâles vont pour la production de chair, parce que oui, la chair d'esturgeon se consomme aussi. Je ne vais pas mentir, c'est pas forcément le poisson le plus raffiné, mais ça se consomme, et particulièrement en Europe de l'Est où c'est très courant. Et donc sur la question des œufs, c'est que en fait, ils produisent plusieurs fois au long de leur vie les œufs, en fonction de la température de l'eau, en fonction de la luminosité, en fonction aussi des phéromones qui sont libérés par les esturgeons masculins, mâles, voilà. Mais dans le cas de l'élevage, alors non, les esturgeons femelles ne produisent qu'une fois du caviar puisque les esturgeons sont tués pour extraire la poche. Oui, alors il faut regarder un truc, c'est que y a des bruits qui courent, comme quoi on peut obtenir du caviar sans tuer les esturgeons, et qu'on va les masser pour retirer la poche. C'est du pipeau. Ça, c'est vraiment comme les canards qui se gavent tout seuls. Ça fait partie des légendes qui font plaisir aux gens qui n'ont jamais vu la campagne en dehors d'un ordinateur et qui ne savent pas vraiment comment ça fonctionne. Les canards se gavent, oui, mais on ne peut pas utiliser ces foies-là pour les commercialiser parce qu'ils sont trop petits. Et les esturgeons, c'est la même chose. Ils relâchent parfois, on peut trouver des œufs dans les bassins. Et oui, ça arrive. Et ça, c'est toujours un peu le drame, je veux dire, parce que c'est une poche de fausse couche, en fait. Ouais, voilà. Mais par contre, après, c'est quand même assez intéressant d'un point de vue animalier. Ça veut dire qu'en fait, les esturgeons, de 1, se sentent bien, et de 2, sont vraiment dans des circonstances naturelles de ponte. Donc ça veut... Voilà, il y a toujours ce côté, mince, c'est une poche de perdu, mais à côté de ça, ça veut dire que le travail est bien fait et que... Positif. Voilà, c'est assez... Est-ce qu'on garde des femelles pour la reproduction ? Bien sûr. Il y a... ils gardent toujours... En fait, c'est ça qui est aussi intéressant chez Antonius, c'est que ce sont leurs esturgeons de l'âge un jour au jour de leur transformation. Et ça, je le précise parce qu'il y a des éleveurs qui achètent des esturgeons femelles, mais qui ont déjà 7, 8, 9 ans. Et du coup, qui ne doivent attendre que quelques années encore en plus avant d'en extraire leurs œufs. Mais du coup, ils n'ont pas participé aux premières années de développement de l'esturgeon, qui sont aussi des années clés. C'est comme les enfants, jusqu'à 7 ans, c'est hyper important de bien on les mange moins. Les enfants, on a arrêté. Ouais, on a arrêté. Les œufs étaient pas socialement, c'est moins bien vu. Enfin, je sais que tu viens du Hainaut, mais c'est pas bien, c'est mal, on fait pas ça. Normalement, on couche plus. Non, tu sais c'est interdit, par exemple, de coucher avec ses parents, c'est mal vu aussi. Ah ouais, c'est mal vu. C'est pas que ce soit interdit, mais socialement, ça passe pas. Et c'est la même chose pour les esturgeons, ils peuvent pas coucher intergénération. Exactement. Ouais. Il faudrait peut-être que tu expliques, je veux dire, pour les gens qui connaissent pas, la différence du caviar, du poisson. Il porte un nom différent quand il vieillit. Le beluga, le sevruga, etc. Et peut-être expliquer à quoi ça correspond. Parce qu'aujourd'hui, en plus, les marchands de caviar
qui travaillent sur les grandes marques ont tendance à mélanger les origines de caviar et à inventer des noms à la con. Ça vaut peut-être la peine d'en parler. Oui, alors, donc, comme je le disais, il existe plus ou moins une vingtaine d'espèces différentes d'esturgeons, mais il y en a qui sont vraiment plus connus pour la production de caviar. Donc, il y a le Acipensier goldenstati, qui est l'esturgeon russe. Tu sais que tu fais une drôle de tête. Hein. ça ne se voit pas bien, mais si, allez, vas-y. C'est le nom latin. C'est le nom latin. Parce que, en fait, d'un point de vue de nom au niveau de l'international, c'est plus facile d'utiliser des noms latins. C'est une obligation européenne. C'est une obligation européenne, On doit nommer les poissons en latin, en fait. Chez ton poissonnier, toutes les étiquettes devraient être en pays francophone, français, latin. Oui, exactement. Toujours, parce que les traductions sont parfois tellement fantaisistes que... Oui, et puis des noms un peu farfelus qu'on donne juste pour d'un point de vue marketing. Donc l'Acipensier goldenstati produit donc l'esturgeon russe qui va produire... T'es sûr que c'est du latin? C'est pas un peu juif quand même, goldenstati Mais non, pourtant c'est vraiment ça. T'es certain? Certaine à 100%. Va produire le caviar Ossietra. Ensuite, on a le Acipensier berry qui va produire, donc qui est l'esturgeon sibérien qui va produire le berry. Et ensuite, il y a aussi l'Acipensier ouzo. Ça, c'est un grec. Ça, c'est un grec, voilà, qui va produire le beluga. Le caviar beluga. Après, il y en a d'autres. Et effectivement, comme. C'est Vrouga. C'est Vrouga, il y a toujours. Il y a le. J'ai oublié. Mais il y en a plusieurs. Et en fait, ce qui se passe maintenant, comme tu le disais, Eric, juste avant, c'est que maintenant, il y a pas mal d'éleveurs qui essayent de faire des hybridations entre les espèces d'esturgeons, tout simplement pour arriver à un résultat final visuel de l'œuf. Voilà, si on mélange, par exemple, un berry et un esturgeon russe, eh bien, on va avoir peut-être des œufs un peu plus gros, des œufs un peu plus... Mais ça reste un petit peu contre nature, puisque ce ne sont pas un mélange... C'est le syndrome Kardashian. Ouais, peut-être. C'est plus gros et contre nature. Ouais, voilà, plus gros et contre nature. Et ça rend pas intelligent. Mais le problème, c'est que maintenant, on mange beaucoup avec les yeux aussi, et ça en fait totalement partie. Le caviar n'y échappe pas. Malheureusement, les gens ont tous leurs préjugés sur l'attente qu'ils ont en voyant le format du caviar, que ce soit plus noir, plus doré, des plus gros œufs, des plus petits œufs, la texture, mais... Malheureusement, si on suit le processus le plus naturel possible, c'est toujours un peu, ça reste toujours un peu la surprise. Ce que je trouvais intéressant en te demandant de venir, c'est aussi qu'on puisse démythifier et démystifier, parce qu'on raconte énormément de conneries. Les gens qui ne connaissent pas le caviar, enfin, tu vas à Istanbul, alors déjà c'est mauvais goût avec tout ce qui se passe en Turquie, mais tu vas à Istanbul et tu vas t'acheter une boîte de caviar dans le bazar. Et on te dit, oui, mais c'est du caviar, machin, ceci, cela. Et tu sais que c'est pipeau dès l'instant où tu le touches. Mais les gens sont très fiers de te ramener une boîte de caviar en plastique. Enfin, c'est vraiment intéressant, je trouve, de bien mettre tout à plat, d'expliquer clairement pour les gens qui écouteront cette chose un jour. Tu peux donner des petites astuces pour comment est-ce que différencier un vrai caviar d'un faux, par exemple? Ouais, en tout cas, en Europe, il y a une chose qui est très simple, c'est le code CITES. Donc, je reviens sur la convention dont je parlais avant. Mais tout simplement, sur toutes les boîtes de caviar issues du moins d'un commerce, je vais dire, réglementé, toutes les boîtes doivent avoir ce code CITES. C'est ce qui est en dessous, c'est le code. C'est le code à l'arrière d'une boîte. Et ça, en fait, c'est hyper intéressant parce que ça donne plein d'informations sur le caviar. C'est-à-dire que au plus le code est court, je vais chercher du caviar. c'est comme les étiquettes de ce qu'on consomme. Au plus les étiquettes sont petites, au plus le code est court, au mieux c'est. Je crois qu'elle n'a pas ses lunettes et donc elle ne voit pas bien. Tu vois, tu y arrives parce que je vois que tes bras doivent se contorsionner. Ouais. Et justement, on parlait, je vais le prendre comme ça, je vais un peu le décomposer. Sur le Note, il y a très peu d'informations, donc c'est toujours le mieux. Il y a gay, quand on revenait sur Acipensier goldenstati, c'est le gay, les initiales en fait en latin de la race de l'esturgeon. Il est LGBT. Ouais. C'est caviar LGBT, c'est cool, on peut le mettre dans toutes les manifs en fait. Après, tout le monde peut le consommer. Avec du quinoa germé et des vélos, ça va être cool. Après, on a le C pour captivity, puisque le W sauvage, c'est interdit. Ils n'ont pas le F, le free. Free sturgeon. I'm a free sturgeon. Ils ne l'ont pas encore. Après, PL, qui est le code du pays, puisque ici, Polonaise. on vient de Pologne. 2022, l'année
de production du caviar. 009, c'est le numéro d'entreprise, que toutes les entreprises, tous les éleveurs en Europe ont un numéro d'entreprise. Et ensuite, dans ce cas-là, on est sur le 4104, qui est le numéro du lot pour pouvoir identifier... Quand il y a des morts. Voilà, par exemple, Tout si ça quelqu'un a eu une intoxication. Non, mais riez pas. Il n'y a pas longtemps, Jean Telet est mort, qui est un immense écrivain qui vendait des centaines de milliers de bouquins. Et il est mort, c'était le mari de Miu Miu. Et il est mort intoxiqué en mangeant des boulettes dans un restaurant à Paris. À Paris, pas au milieu d'un monde pas civilisé. Quel est le nom de ce restaurant ? Mais on ne l'a pas dit. C'est assez bizarre. C'est assez bizarre. Et le gars a fait une intoxication alimentaire. Et là-dessus, il a fait un malaise cardiaque. 69 ans, au revoir, merci. Donc, c'est important de connaître le code du producteur. Voilà, exactement. Pour le caviar, ça va vite et pas bien. Donc, ça, on a, suivant l'âge du poisson, on a des caviars différents. Mm-hmm. On a des prix différents aussi, je présume, puisque les poissons vivent... Ça vit combien de temps les esturgeons au maximum ? Enfin, au maximum, il n'y a pas d'âge, mais... Alors, ouais, au maximum, là, je pense que ça peut vivre une 50aine d'années. Mais ici, dans le cas de l'élevage, on est sur le berry, donc l'esturgeon sibérien. On tourne entre 8 à 12 ans. Sachant qu'on n'accélère pas le processus de développement naturel, eh bien, c'est comme les humains, les adolescents, on ne se développe pas tous de la même façon et à la même vitesse. Eh bien, c'est pareil pour les esturgeons. Il y en a au bout de 9 ans qui auront déjà la capacité d'avoir des poches d'œufs, d'autres qu'il faudra attendre 12 ans. Pour l'esturgeon russe, là par contre, il faut attendre entre 12 à 15 ans. C'est ce qui explique d'ailleurs la différence de prix entre les deux, par exemple. C'est que ils sont produits exactement dans les mêmes conditions, ils sont transformés, il y a exactement la même quantité de sel, tout est identique, mais c'est l'âge de l'esturgeon qui va varier et qui va jouer sur le prix. Et question, tout à l'heure tu expliquais, donc on sépare les femelles, les mâles. Les femelles font d'office des œufs, mais ils ne sont pas fécondés simplement. Mais exactement. Elles font d'office des œufs. Il ne faut caviar, pas qu'il y ait une interaction. Non, pas du tout. En fait, le caviar, c'est tout simplement des œufs non fécondés. D'accord. Voilà. Et alors, pour revenir sur ta question, effectivement, il y a des poches et il y a des œufs qui sont utilisés pour leur propre production de bébés esturgeons. Ah oui, comme ils font pour n'importe quel poisson en captivité, où on va aller cueillir on va dire le sperme des poissons mâles, les semences, on les fait sortir. Très impressionnant, moi j'ai vu ça avec des truites. Les types vraiment massent les truites pour les faire éjaculer dans l'eau, mais ça te fait des jets, on se croirait dans un film porno. Enfin, c'est hallucinant, c'est un truc, faut pas être dans le chemin. Mais c'est hyper scientifique. Enfin, là, par exemple, toute l'équipe en tenue, ce sont des biologistes acharnés qui ont étudié des années juste le comportement des esturgeons pour ça connaître. Mange quoi ? Alors, c'est une très bonne question aussi. Des esturgeons dans un milieu naturel vont se nourrir principalement de petites algues, de petites larves qu'on retrouve dans les courants d'eau douce et dans tous les courants d'eau, à vrai dire. Et ça, c'est quelque chose que Antonius a vraiment mis le point là-dessus, c'est qu'eux ont développé avec une entreprise danoise une nourriture spécifique et il n'y a que leurs esturgeons qui l'ont. Et pour éviter d'avoir trop de céréales, parce qu'en fait, les poissons ne sont pas censés manger des céréales. Assez peu. Les chats non plus, mais pourtant on leur donne... Mais les chiens, pareil. La nourriture animalière, de manière générale, on met plein de céréales alors que ce n'est pas ce qu'ils ont besoin. Et au-delà de ça, les esturgeons Antonius sont nourris à la main toutes les 2 heures, 24 heures sur 24. À la main, toujours à la main. Il y a des hommes qui balancent à toutes les 2 heures de la nourriture dans les bassins, dans les bras de rivière. C'est pas très inclusif, il devrait y avoir des femmes aussi, je pense. Mais en tout cas, il y en a quelques-unes, mais elles sont bien courageuses parce que je peux vous dire qu'au fin fond de la Pologne, en plein hiver, c'est pas évident. Les conditions sont plutôt rudes. C'est un poisson qui résiste aux variations de température. Quand il fait chaud en été en Pologne, parce que c'est un été continental en Pologne. C'est un climat continental. C'est très. Alors, par exemple, l'esturgeon sibérien est beaucoup plus robuste, donc lui va beaucoup mieux s'adapter, va être beaucoup moins fragile. Par contre, l'esturgeon russe, lui, est beaucoup plus délicat. Et d'ailleurs, cette année, on a eu une très mauvaise surprise au mois de juin avec cette vague de chaleur qui a envahi l'Europe entière. C'est qu'au moment de la production, c'était prévu, une biopsie est toujours effectuée 48 heures avant d'extraire les œufs. Les œufs étaient parfaits parce qu'il faut calculer exactement dans la cellule le noyau où il se situe par rapport à la membrane. Enfin voilà, ça c'est quelque chose de très très poussé. Et donc 2 jours après, quand ils ont voulu commencer la production, eh bien ils ont ouvert un premier esturgeon qui n'avait pas d'œufs. Un deuxième esturgeon qui n'avait pas d'œufs. Donc là, ils se sont dit, OK, il doit y avoir un problème. Et en fait, à cause de la chaleur, tous les poissons avaient réabsorbé la poche d'œufs.
Donc, nous n'avons pas eu d'Ossietra pendant quelques mois, enfin pendant tous les mois d'été. Et c'est la toute première fois depuis les années 80 qu'Antonius est producteur de caviar que ça arrivait. Donc, les conditions climatiques jouent beaucoup aussi sur... Alors, question idiote. On enlève les œufs, ok. On ouvre le poisson, on enlève la poche en entier en général. Bien sûr. Pardon. Et on la traite avec du sel, j'ai déjà vu ça. Ouais, c'est la méthode mal au sol. Ce qui veut dire littéralement peu de sel. On fait les cornichons mal au sol. Exactement. Et je reprends parce qu'on va goûter, j'en ai marre. il faut. Non, il faut. Je donne l'eau à la bouche. J'ai craqué, c'est un truc. Je t'explique. Ça, c'est l'ouvre-boîte, la boîte à caviar. Ok. Il y a vraiment des ustensiles spéciaux pour... Oui. Vas-y, continue, raconte. Nous, on va manger pendant ce temps-là. Faites donc. Donc ouais, ça c'est vraiment, à part du sel, il n'y a rien d'autre. Au-delà de ça, nous, le caviar n'est pas pasteurisé, il n'y a pas de conservateur et il n'y a même pas de semi-pasteurisation parce qu'en fait, à partir du moment où la pasteurisation ne dépasse pas 60 degrés, elle n'est pas forcément obligée d'être mentionnée. Donc ça, c'est aussi un peu moche, ça. Ouais, c'est un peu pas OK, quoi, mais voilà, c'est comme ça. Et alors, en fait, nous, on a un processus qui est complètement unique à Antonius. C'est que les poissons, avant de les tuer, avant d'extraire la poche, ce qu'on fait, c'est qu'on les plonge dans les eaux artésiennes. Donc, ce sont des eaux à 70 mètres de profondeur, qui sont des eaux hyper cristallines, très, 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 très pures. Et en fait, pendant 2 mois, les esturgeons sont plongés dedans et ne sont plus nourris. Et ça permet, en fait, de retirer tout le goût de rivière que les esturgeons ont gardé. Voilà. Parce que, et qu'est-ce qu'on fait souvent pour masquer un peu ce goût de vase ? On met beaucoup de sel. Voilà. Et donc, nous, pour éviter de mettre trop de sel, pour éviter d'avoir ce goût un peu vaseux et pour éviter d'avoir ce petit arrière-goût, je veux dire, un peu de rivière, eh bien, on les plonge dans ces eaux artésiennes. Et ça, c'est vraiment une méthode unique à Antonius. Et je pense que ça joue hyper fort dans le résultat final du produit que je pense d'un instant à l'autre, vous allez déguster. Il y a un truc, les caviars qui viennent d'Amérique, par exemple, contiennent des sels qui sont interdits à la consommation en Europe, tu sais ça ? Et donc le caviar américain, ce que font pas mal de producteurs de caviar, c'est qu'ils mélangent des caviars européens et américains, voire chinois, pour qu'on ne puisse pas les interdire. Ouais. Le caviar canadien est un peu moins tripoté, mais le caviar américain, c'est vraiment... caviar canadien, c'est hyper... il se rapproche un peu plus des méthodes européennes qu'en tout cas américaines. Alors, pour les gens qui ne nous voient pas, puisqu'ils ne nous voient pas, on a une boîte blanche. Oui, ils ne verront pas ça, c'est trop loin. Je ne vais pas leur montrer. Ce n'est pas parce qu'il y a une caméra que je vais leur montrer. Une boîte avec une étiquette blanche, Ossiètre, et l'autre, la boîte noire sibérienne. On commence par... L'ossiètre. L'ossiètre ? Oui, toujours l'ossiètre, il est beaucoup plus délicat, plus... Tu veux le faire à la boomer ? Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Alors déjà, c'est des cuillères qui sont en nacre. Oui, c'est des cuillères en nacre. Mets ta papate comme ça. Tu creuses ta salière. Tu vois, la salière, c'est l'espace que tu as là au-dessus. Voilà. On peut mettre la coque, ça marche bien aussi. Mais c'est moins bien vu. Et hop. Sauf si tu as mis une petite crème sur ta maille. Moi, je suis contre l'idée du citron, du machin sur le caviar. Surtout pas de citron. Le caviar, c'est nature. Ouais, le plus nature du monde. Les produits les plus tu vois, simples. c'est gras en bouche. Ouais, en fait, ça vient après. Ah, oui, t'as le gras qui vient après. Au début, t'as pas beaucoup de goût. Non. Ça a pas le goût de poisson. Ouais, de vase. Et les gens qui disent « Ah, moi, je n'aime pas le caviar parce que ça sent le poisson. » C'est pas du caviar, voilà. Et on a quelque chose qui est totalement différent. Tu vois la texture ? T'as le gras, c'est très huileux. C'est très huileux. Ah, mais pas un huile d'olive, c'est gras. Ouais, c'est gras, c'est du gras. Ouais. C'est du gras de poisson. Les œufs, ça reste... et en fait, souvent c'est une remarque... je remarque que les gens font, c'est qu'ils ouvrent une boîte, ils la mettent directement sous le nez. Du bon caviar ne doit jamais sentir. Ah oui, si ça sent, c'est mauvais signe, ne le mangez pas. Parce qu'un bon caviar ne doit jamais sentir. Et alors, une super bonne astuce aussi, que j'ai appris d'ailleurs il n'y a pas très très longtemps, c'est que j'ai été faire une dégustation et la personne avec qui je dégustais a directement ouvert la boîte et l'a renversée. Et je regardais en disant qu'est-ce qu'il est en train de faire. Et en fait, ça permet de voir que justement, le caviar n'est pas huileux, n'est pas trop gras. Il ne rejette pas. Exactement, il ne rejette pas. Parce qu'en fait, si les œufs ne tiennent pas à la boîte, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'huile, qu'il y a beaucoup de gras. Et donc, voilà, que ça risque d'être un peu plus riche et surtout d'être un peu moins agréable à la dégustation. Tu vois la différence entre les deux ? À l'œil, l'ossiètre paraît plus grand.
Et le sibérien paraît plus petit, mais en bouche, on sent mieux le grain du sibérien. Il se distingue beaucoup mieux. Il est plus croquant, alors qu'il paraît plus petit. Il est plus ferme, Il paraît beaucoup plus ferme. Différence très claire. Moi, j'aime bien le siètre parce que ça a ce gras qui fait vraiment penser au caviar sauvage. Pardon. Avec le sibérien, on a un côté plus croquant, en plus, qui est un peu plus intense, nouveau. En fait. Ouais, exactement. Mais là, pour vous donner une idée, le siètre que vous venez de déguster, il a été produit il y a à peine une semaine. D'accord. Le berry, là, je crois qu'il a été produit au mois de juin. Ça se conserve combien de temps en boîte ? Alors, non ouverte, au frais. En boîte non ouverte et surtout au frais, parce que la chaîne du froid, c'est essentiel pour le caviar. Alors nous, on est sur des dates limites de consommation de 3 mois, tout simplement parce qu'on a un produit non pasteurisé, sans conservateur, à part du sel, il n'y a rien d'autre. Après, pour être 100% honnête, par exemple, je connais quelques personnes qui le laissent un peu plus longtemps, qui le laissent dépasser de 1 ou 2 mois. Qui le laissent mûrir, en fait. Exactement. Mais ça, malheureusement, c'est c'est le cadre européen qui impose que des produits non pasteurisés aient une DLC de 3 mois maximum. Mais bon, voilà. Moi, personnellement, j'aime bien le laisser passer un petit peu. Oui, parce qu'il devient un peu plus moelleux, il gagne un petit peu en profondeur. Hein. Exactement. Et surtout, le siètre. Le siètre, c'est hyper intéressant. Mais bon, après, celui-ci qui vient d'être produit, il a cette fraîcheur aussi qui est hyper intéressante et d'ailleurs les chefs avec qui je travaille, ils préfèrent toujours utiliser le siètre à la royale, donc c'est-à-dire vraiment le plus simplement possible. Et en fait, le berry est hyper intéressant d'associer, à ajouter une petite parce couche. Qu'il apporte son côté croquant. Exactement, il se tient mieux et puis il est plus intense, il est moins long en bouche que l'ossiette, mais il est je trouve que le caviar gagne. Le caviar, c'est un truc qui doit être servi seul. On le peut plus simplement possible. Sur une huître, mettre une pointe de caviar, mais il y a un moment où le tartare avec une pointe de caviar, ça n'a aucun intérêt. Je suis hyper d'accord. Ou alors on en met une quantité importante, mais alors voilà. C'est tellement un produit délicat qu'il se suffit à lui-même. Exactement. Et là, du coup, il est servi avec des cuillères en nacre. Est-ce qu'il y a une explication à ceci ? C'est pour tout simplement éviter un peu l'oxydation et le changement de goût que ça peut avoir. Vraiment, c'est un produit hyper délicat. Donc, on conseille toujours la nacre parce que ça a un côté un peu fancy, j'ai envie de dire, un peu chic. Mais après, tant que c'est pas un métal, c'est le plus important. La nacre ou du plastique. Enfin, il y a beaucoup de fausses nacres aussi. Mais par exemple, jamais d'argenterie. L'argenterie, c'est un truc assez marrant parce qu'aujourd'hui, ça coûte moins cher que l'inox. De qualité, je parle, hein, qualité identique. Mais l'argenterie est pour les œufs, jamais, parce que ça fait noircir l'argenterie et ça change le goût. Pour le caviar, jamais. Enfin, il y a plein de trucs. Alors, le caviar, tu me diras, tu n'en manges pas tous les jours, mais il y a plein de trucs qui ne marchent pas avec. L'inox, ça ne va pas avec le caviar parce que c'est pour les pauvres et ça n'a aucun intérêt. Et le bois, ça, c'est vraiment pour les congrès écolos. Donc, on ne mange pas de caviar dans les congrès écolos. Je veux dire, fourchette en bambou, tu vois, avec du caviar, autant mourir tout de suite. Je tiens à préciser, dans les légendes, on parle toujours du caviar à la louche. C'est pas meilleur qu'à la cuillère. Okay. Donc c'est le truc vraiment, mais là il faut que ton mec ou ta nana soit très amoureuse de toi et qu'il ait les moyens. C'est la boîte de 500 grammes avec les doigts. Mais c'est beaucoup 500 grammes. Moi je dis au-delà de 100 grammes pour deux, ça devient écœurant. C'est exagéré. Hein. 100 grammes pour deux, c'est bien. Indécent. Mais même l'indécence, ça peut être bon. Moi je suis pour. Je trouve que l'indécence a du bon, mais il faut pas. C'est un moment où tu es complètement saturé, ça a trop de goût, tu le sens plus. Très compliqué à associer avec des vins. Champagne, c'est parfait. Des grands champagnes, pas n'importe quel champagne. Pas des champagnes trop acides, mais il faut de la matière. Il faut des vins blancs avec beaucoup d'acidité, beaucoup de caractère, qui vont pas écraser le gras, mais qui vont pas non plus massacrer le vin. Donc, champagne, ça marche. Dans les vins, il faut vraiment être touchy, plutôt vin de Loire, grand vin de Loire que Bourgogne, même si on met souvent du Bourgogne avec. Pas de rouge. Après, traditionnellement... La vodka, non ? C'est la vodka. Vodka. Mais là, je vais aller chercher un truc. Je te laisse parler avec elle 2 minutes. Parfait. On fait un direct, continue, vas-y, remplis. Ce que je peux expliquer aussi, c'est que ce qui est hyper intéressant dans les boîtes qu'on vient d'ouvrir, et comme ça, c'est une information aussi qui est importante à partager, c'est qu'en Tenius, en fait, nous, dans nos boîtes, au-delà d'avoir nos œufs de notre propre élevage, on va encore plus loin, c'est que dans chaque boîte, ce sont les œufs d'un même et unique poisson.
On ne mélange pas les poches de plusieurs poissons. Et pourquoi on le fait ? Tout simplement parce que ça permet d'avoir une stabilité, un équilibre, une couleur homogène des grains. Et ça, c'est hyper important. C'est parce que ça apporte vraiment cette plus-value parce que, comme on le disait, chaque poche est différente. Chaque esturgeon est différent. Et donc, si on mélange les poches de chaque esturgeon, au final, il peut y avoir une différence aussi dans le résultat final. Donc, c'est vraiment un produit brut jusqu'au bout, jusqu'à la petite boîte. Ouais. Et ça, c'est quand même important de le souligner. C'est vraiment des œufs d'un même unique poisson, malgré que ça soit déjà de leur propre élevage, les mêmes conditions, ils ont encore été un step plus loin. Et du coup, revenons-en au produit. Donc, le caviar, c'est un produit de luxe, c'est quelque chose qui est assez cher. Qu'est-ce qui explique le fait que ce soit ce prix-là ? Mais c'est un produit de luxe. J'aime jamais trop cette appellation de produit de luxe parce que je trouve que ça rend tout très inaccessible. Or, je pense que c'est surtout un produit de gens qui sont sensibles à la qualité des produits. C'est un produit d'épicuriens, c'est un produit de personnes qui sont un peu curieuses et qui ont envie de découvrir quelque chose de nouveau. Et ce qui explique le prix, c'est tout simplement le nombre d'années qu'il a fallu attendre avant d'arriver à ces petites boîtes de caviar, c'est-à-dire que, comme je le disais, pour l'esturgeon sibérien, on est entre 8 à 12 ans avant d'arriver à sa taille adulte, et pour l'esturgeon russe, ça peut aller jusqu'à 15 ans. C'est ce qui explique aussi, par exemple, que le beluga est si cher, parce qu'en général, on tourne plus autour du 20 ans avant d'arriver à sa taille adulte. Donc, c'est ça qui explique le prix avant tout. Après, bien évidemment, c'est les méthodes. Il y a beaucoup de spéculations autour du prix du caviar aussi. Je pense que beaucoup de gens en achètent sans vraiment savoir exactement ce que c'est ou d'où il provient. Donc, je reviens sur la sensibilisation de la lecture du code CITES à l'arrière des petites boîtes que vous achetez. Toujours très intéressant de savoir si c'est un caviar qui n'a pas été reconditionné, qui vient directement du producteur. C'est des informations qui sont importantes à savoir. J'ai été chercher à boire. Parce que ce serait bête de rester comme ça, avec ce goût de vieux poisson huileux dans la bouche, n'est-ce pas, Cassandre ? Non, ça va, c'est agréable encore. Ça va, tu y arrives ? Il y a pire, je pense, dans la vie. Est-ce que le goût du caviar évolue en fonction de la nourriture des esturgeons ? Oui, ça c'est sûr, hein, parce que si on les nourrit justement de manière... si on leur donne beaucoup de céréales, si on les empêche de bouger, si on les met dans des bassins trop petits, s'ils ne sont pas dans des eaux naturelles mais dans des piscines, ça aussi, tous les bassins chez nous sont alimentés par des rivières, donc c'est des eaux naturelles, c'est des eaux sur lesquelles il n'y a aucun impact sur la température, on ne joue pas sur la température de l'eau, c'est très important parce qu'en fait, si ils sont dans des eaux trop chaudes, s'ils sont des eaux où il n'y a pas de courant, en fait, les esturgeons vont s'engraisser et de fait, le caviar va être très gras. Encore plus gras que ce n'est, parce que encore une fois, ça reste des œufs, donc les œufs, c'est gras, mais c'est quand même un caviar qui a été... un esturgeon qui n'a pas bougé tout au long de sa vie, effectivement, il va être très gras et ça va se ressentir sur ses œufs. Encore une petite raouette. Allez, une petite raouette. Alors la vodka que je vous ai amenée, c'est la Stoli Gold, la Stoli, donc le Stolichnaya, qui est en fait pas du tout une vodka russe, qui est une vodka lituanienne. Enfin, la Stoli Gold. Et tu veux un peu de caviar dans le fond, ça te ferait plaisir ? Allez. Je me joue. Donc il faut prendre la vodka juste après ? Bon, oui, après. Bien laisser la bouche s'imprégner. J'ai été vice-président de l'association des sommeliers de Pologne, mais ça c'était il y a longtemps. On a créé ça en 89-90. Et premier repas de fondation de l'association, on est à Cracovie. Et ils servent des grandes bouteilles de vodka comme de l'eau, dans les verres d'eau. Bien sûr. Et du jus de cassis à côté, ce qui permettait de se sauver un tout petit peu, en fait, tenir le coup un peu rapidement. Pruneau. Et du caviar. Oh, mais c'est horrible comme truc, c'est un truc. Il faut s'y habituer. Une fois que tu es habitué, ça va, mais ça prend une vingtaine d'années. Et elle est très ronde et très douce. Et elle fait à peine 40 degrés, donc elle n'est pas du tout. Mais quand on boit des bonnes vodkas, ça brûle pas en fait. On n'est pas à faire une grimace après. Ou c'est pas la vodka la moins chère du coloré, quoi. Alors, le problème des alcools pas chers, et c'est très snob ce que je vais dire, mais c'est que 9 fois sur 10, ils sont très mal faits, parce qu'ils sont faits avec la tête, la queue, enfin ils sont faits n'importe comment. Et donc on a des produits qui sont désagréables à boire.
Et même avec des vodkas basses en alcool, à 35, à 37 degrés, comme on en trouve sur le marché, eh bien, ce sont des vodkas qui font mal, qui brûlent. Et ici, on n'a pas le brûlant, parce qu'on est très rond. C'est vrai que ça se marie bien, les deux. Ouais. Enfin, le goût, c'est complémentaire. Ouais, ça fonctionne bien. La vodka dégraisse un peu, mais comme c'est une vodka qui est très moelleuse, et encore, ils ont une autre série en Stoli, mais j'en ai plus, qui est une Stoli pas une Stoli, oui c'est Stoli, à 50 degrés, Belvédère, pardon. Une Belvédère. Fait une Belvédère à 50, qui est la Belvédère qu'on a dans les aéroports. Eh bien, à 50, il y a un poil plus d'alcool, et ça s'équilibre beaucoup mieux encore. Souvent, on fait les alcools bas pour des raisons de taxes. C'est l'alcool, quand on donne le degré, en fait, c'est le pourcentage d'alcool qu'il y a par rapport à l'eau. Ok. Quand tu es à 50 degrés, tu as 50% d'alcool. C'est pour ça qu'on parle en pourcent volume. Et le reste, c'est de la flotte. Et donc, si tu fais de la vodka à 35 degrés, si tu fais de la vodka à 35 ou à 37, ben c'est de la flotte pour beaucoup plus. Et donc, tu gagnes beaucoup plus de fric que sur de la vodka à 50. Ok. Et tu payes beaucoup plus de taxes en plus à 50 qu'à 37. Non, ça, c'est 40. Et l'essentiel des vodkas, c'est toujours 40. Alors, qu'elles soient distillées 19 fois sur des plaques d'or, d'émail, par des vierges au petit matin et tout, on s'en fout parce que c'est un process industriel. Ce sont des alambics en inox, c'est pas des alambics en cuivre dans 99 cas sur 100. Parce qu'on a besoin du cuivre pour le cognac, le whisky, le rhum, parce que ça donne une texture, une consistance, mais pas pour des alcools blancs comme ça. Il faut de l'inox, ça va très très bien. Bah, en tout cas, c'est vrai que tant que ça reste quelque chose de très neutre et surtout pas herbacé, parce qu'il y a beaucoup de vodka aussi parfumé et tout. Voilà, tant qu'avec le caviar, ça non, ça c'est pas possible. Restons. Alors, comment est-ce qu'on fait si on veut du caviar de chez toi? Est-ce que tu as une idée de prix au kilo? Alors non, là, il me semble pas qu'on l'ait déjà dit. Pour le Sibérian, donc comme j'expliquais, cette différence de prix entre les deux. On est autour de 1 200 € du kilo, alors que pour le Siètre, donc du coup qui prend quelques années supplémentaires, on est autour de 1 400 € du kilo. Qui est encore fort raisonnable aujourd'hui sur le marché, par rapport au prix du caviar, par rapport à des grandes marques. Oui, il y en a qui caviar, qui on est facilement au triple sur le marché aujourd'hui. Bien sûr. Et puis encore une fois, on revient aussi sur toutes ces appellations un peu marketing à la con. À la con. N'ayons pas peur des mots. Alors toi, ce que tu fais, c'est que tu importes en boîte d'1 kilo de 500 grammes et tu reconditionnes toi-même en Belgique. Alors non, justement, nous, c'est ça toute la différence aussi, c'est qu'en fait, nous, on ne modifie pas. Nous, notre produit, il vient directement du producteur éleveur. Donc même, on ne commence pas à manipuler le caviar parce que, comme je le disais pendant que tu allais chercher cette magnifique vodka, c'est qu'on va encore plus loin dans le processus. C'est que nous, ce sont les œufs d'un même et unique poisson. Donc ça, c'est vraiment Antonius qui gère dans les fermes en Pologne. Et donc, moi, je passe les commandes et je distribue le produit en Belgique. Et quand on a une poche, c'est quoi, 500 grammes? Ça peut faire 1 kilo? Ça peut faire 1 kilo. Après, par exemple, l'année passée, j'avais une demande d'une boîte d'1 kilo. C'est fait évidemment sur demande, parce que tous les esturgeons ne produisent pas une poche d'1 kilo. Et comme Antonius, c'est les œufs d'un même unique poisson dans chacune de leurs boîtes, eh bien, il faut tomber sur l'esturgeon. Donc vous ne faites pas de boîte de 3 kilos? Mais je suis déçu. Ah, désolé, il faudra prendre 3 boîtes de 1. Pour Cassandre, pour ses fiançailles, pas avec moi, mais on avait prévu une boîte de 3 kilos. Bah ouais, mais on mettra du jambon. C'est bien le jambon aussi. Des œufs de lompe. Hein. Des œufs de lompe. Voilà. Une boîte de 3. Il y a la Fruga aussi, qui est le caviar d'anchois. Qui est pas mauvais, qui a un intérêt. Maintenant, il y a des sphérifications de tout. Des trucs vraiment dégueulasses aussi. Oui. Ça, c'est pas bon. Bah, faut être courageux. Ça. Ouais. Mais moi, je pense qu'il vaut mieux pas. C'est nouveau, ça peut paraître très snob, mais je pense qu'il vaut mieux pas en acheter que d'acheter un faux. Tu vois, c'est comme pour n'importe quoi. En fait. C'est encore une fois le problème du prix, c'est qu'il y en a, quand on n'est pas sensibilisé, quand on ne connaît pas le produit, eh ben, on a tendance à se faire peut-être un peu avoir par un joli packaging, par quelconque information. Et en fait, si on a les informations nécessaires de lecture, de savoir qu'est-ce que le vrai caviar, on se rend compte qu'on s'est un petit peu fait avoir pour le prix qu'on a payé. Quoi. On peut dire aussi qu'il y a des origines qui sont différentes. Je veux dire, on a un caviar qui est fait en Belgique qui est plutôt bon, je trouve. On a des caviars sur la Gironde, ils font du caviar qui est... Moi, je suis moins fan parce que je trouve qu'il est très boueux. Très boueux, Il a vraiment le goût de l'élevage. Le caviar italien,
de ce que j'ai goûté. Mais caviar italien, en général, ce sont beaucoup plus des éleveurs grossistes. Donc, eux vendent plus à des assembleurs dans le monde. Quoi. D'accord, parce que ce que j'ai goûté, je trouve qu'ils sont meilleurs en pâte qu'en caviar. Ouais, c'est clair. Mais après, par contre, la pâte au caviar, ça, c'est... Ça, c'est bon. Hein. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Hein. Ça, c'est très, avec un très peu de vodka pour remplacer l'huile d'olive. Mais oui, mais bien sûr. Les Espagnols en font aussi. J'ai trouvé très sec, très désagréable. Les Chinois font des choses merveilleuses sur le fleuve Amour. Mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Non, on ne sait pas très bien ce qu'il y a dedans, on ne sait pas très bien ce qu'ils donnent à leurs esturgeons. On ne sait rien. Les prisonniers politiques. Mais il faut savoir que, même ça c'est une information peut-être importante à partager, c'est que la Chine est, on pense, le premier producteur mondial de caviar. Oui, clairement. Ouais. Et ils ont importé des travailleurs iraniens notamment. Je ne sais pas. Les gens qui savaient. Qui savaient travailler, bah ouais. Mais Antonius, par contre, est le premier producteur en Europe. En 2021, ils ont produit 42 tonnes de caviar. Ah bah. 42 tonnes, à 1200 balles le kilo. Dont 2 tonnes pour Eric. On avait dit 1,5 tonne, c'était ma commission sur tes ventes. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Une dernière question pour toi, Cassandre. Mais peut-être parler des prix, parce que c'est vrai que j'avais fait quelques recherches et j'avais vu que c'était souvent aux alentours de 75 € la boîte. Et ici, chez Antonius, la boîte la moins chère, c'est 42 € pour 30 grammes, ce qui au final, je trouve que c'est relativement honnête. Ouais. Moi, je pensais que ça allait être vraiment 100 € la petite boîte. Après, maintenant, ce qu'on a mis en place, parce que là, je pense que c'était intéressant, surtout pour toi qui n'en avais jamais dégusté, c'est de faire cette comparaison entre les deux. Et maintenant, on a des box découvertes, qu'on appelle, donc, où il y a la petite clé, la petite cuillère en nacre. Pour un masque et des menottes. Et pour les soirées. Oui, c'est sympa. C'est les soirées de couple. Alors, la Saint-Valentin, le caviar, il n'y a pas la vodka avec. Ouais, non. Non, si, il y a de la vodka. Je peux proposer. Et ils le mettent en bouteille de 5 litres. Comme ça, tu te laisses aller à toutes les extrémités. Et ça, c'est un petit coffret. On est ça varie en fonction des boîtes de grammage, mais on est entre 110 et 150 € la boîte découverte. Donc ça, en général, c'est un super chouette cadeau pour les personnes qui ont envie de découvrir ou pour se faire plaisir à deux. Voilà, ça c'est... Et c'est vrai qu'en période de crise où tu trouves du poulet à 3,40 €, je trouve qu'une boîte à 150 €, c'est un truc qui te rassure sur les valeurs de la vie et ça vaut la peine. Moi, je suis tout à fait pour, très sincèrement, parce que le poulet à 3,40 €, c'est vraiment dégueulasse. Et c'est honteux la façon dont c'est produit. Au moins, là, on sait qu'on a un truc qui est vraiment bien fait, qui est suivi par des biologistes, qui est qualitatif. Bon, et surtout par des passionnés. Oui, surtout. Parce que c'est important, ça aussi. Et surtout, il y a une... Enfin, je trouve que ce qui est intéressant, c'est tout le suivi dans toute la production, que ce soit le même poisson dans la même boîte, etc., qu'il n'y ait pas de mélange, qu'il n'y ait pas de produits ajoutés, qu'il n'y ait pas de pasteurisation. Tout ça vaut un prix. Alors, maintenant, je déconne avec le truc de la crise, mais il faut que l'on comprenne un jour qu'il faut payer un prix normal pour des choses. On ne peut pas avoir du caviar à 15 balles chez Lidl aux 25 grammes. Si on en a, c'est que c'est fait n'importe comment. Parce qu'on ne peut pas descendre en dessous d'un certain prix. Il y a une marge, bien sûr, tout le monde gagne sa vie, mais on ne peut pas descendre en dessous d'un certain prix, au kilo ou à la boîte, quelle qu'elle soit, parce qu'il y a un moment où ça va devenir... Pour obtenir ces prix-là, il faut faire n'importe quoi. Et donc, on n'est plus dans la qualité, on n'est pas dans le respect du bien-être animal, on est dans des conditions de travail qui ne sont pas terribles, et même les salariés ne sont pas bien payés. Et donc, je trouve que... Petit fun fact, l'année passée, pendant les fêtes, il y avait une certaine marque de caviar en Belgique qui venait d'arriver et ils ont travaillé avec un service de livraison à vélo dans Bruxelles et j'ai eu un petit mail, ça, c'est chic. Newsletter, qui me disait que je pouvais avoir une boîte de caviar à 32 €, je crois, livrée en 15 minutes à ma porte. Évidemment, des formations professionnelles, je me suis empressée de commander cette boîte de caviar à 32 € livrée en 15 minutes chez moi. Je l'ai eu. Voilà. Non, mais va jusqu'au bout. Tout simplement, déjà, c'était vraiment des œufs d'esturgeon, donc ça, c'est déjà une chose. Mais par contre, on était sur un pressé de caviar, donc c'est-à-dire, tu ouvres la boîte, c'est clairement les fins de poche écrasées. C'était d'un huileux, comme c'est pas possible. Enfin, je veux dire, oui, ok, pour celui qui ne s'y connaît absolument pas et qui veut juste dire j'ai acheté du caviar, ça fonctionne peut-être, mais pour quelqu'un qui a un petit peu un palais et qui... il va très vite se rendre compte que ce n'est pas possible. Mais caviar, c'est comme champagne, hein. C'est comme truffe. Les gens rêvent. Et donc, champagne, ils sont prêts à acheter n'importe quelle merde qui pétille, à condition qu'il y ait la marque champagne dessus, à 9,90 € la bouteille, parce que c'était pas cher. Ouais. Et voilà, mais c'est pas cher, mais c'est pas bon. Oui, mais c'est pas cher. Oui, d'accord, ok, on va laisser tomber. Et truffe, c'est la même chose. Il y a des truffes, il y a
une tripotée de variétés de truffes. Il y a la truffe, la Melanosporum, qui est vraiment la plus intéressante. Et puis, il y a toutes les autres. Tout le reste, ouais. Jusqu'à la truffe de l'Himalaya, qui n'a aucun intérêt, même pour caler une porte, ça ne sert à rien, quoi. Donc, c'est vraiment... mais c'est ça l'idée de comment on appelle ce podcast encore ? Qu'on se le dise. Qu'on se le dise. L'idée de qu'on se le dise, elle a encore dû réfléchir, c'est elle qui a trouvé le nom en plus. Et donc, l'idée de ce podcast, c'est ça, c'est de dire, moi je ne veux pas faire un truc snob, on peut faire un truc sur la saucisse, mais ce qu'il faut, c'est payer un juste prix et se dire qu'on ne peut pas obtenir certains produits de qualité juste gratos parce qu'on aimerait bien que ce soit pas cher. Les artisans méritent d'être payés correctement. C'est clair, ouais. C'est sûr qu'en tant que consommateur, il faut se dire que quand le prix est trop bas, que ce sera d'office au détriment de la qualité du produit et ou du bien-être animal. Donc, tout à fait. Et de toute la chaîne, tu as tout à fait raison, du bien-être animal et des travailleurs. Et la tomate bio espagnole, au mois de février, c'est quand même la plus grosse escroquerie qu'on a fait. C'est louche. Non, mais c'est un scandale, point, je veux dire. Et personne ne se gêne, on mange des tomates en février. C'est quand même un peu débile, quoi. Mais elles rebondissent bien, par contre. C'est très chouette. Bon, merci d'être venu. Merci à vous pour l'invitation. Merci à toi. Tu aurais quand même pu venir avec des plus grosses boîtes, franchement. Je suis un peu déçu. Merci d'être venu. On peut te retrouver Antonius Caviar. Qu'est-ce qu'on fait ? On tape Antonius Caviar. Eh bien, Antonius Caviar Belgium sur les réseaux sociaux, évidemment, sur notre e-shop, parce qu'on a un e-shop. On fait aussi du service à domicile, mais dans des conditions, je veux dire... Tu viens pas à vélo ? Je viens pas à vélo. Je suis horriblement déçu. Je viens pas à vélo, mais par contre, vous avez un caviar de qualité qui a bien respecté la chaîne de froid. Voilà, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet, sur Facebook, Instagram. N'hésitez pas à me contacter directement. Et rappelons que tu as lancé cette entreprise juste en ayant fini tes études. Ouais. C'est ton premier job. C'est mon premier job, c'est la première aventure entrepreneuriale. Et ça cartonne. Que je ne regrette en tout cas absolument pas. Elle n'a qu'un défaut. Je sais ce qu'il fait. Elle a un mec. À bientôt. À bientôt, merci. Merci.